Chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Écoutez l'histoire. Alors face à l'actualité récente, marquée par les tensions en Iran, il peut être intéressant de prendre un peu de recul. Et rien de tel pour cela qu'un retour historique à Téhéran, aux côtés du général de Gaulle, lors de sa visite dans le pays du Shah, le 17 octobre 1963. Laissons-lui donc la parole. Voilà deux pays, la France et l'Iran, que rien ne divise, qui n'ont l'un par rapport à l'autre aucun grief, qui ne se sont jamais fait la guerre et qui se trouvent aussi rapprochés que possible par l'esprit et par le cœur. Lorsque De Gaulle se rend en Iran en 1963, il a à cœur de maintenir la paix et l'équilibre avec cet État aux ressources fortement convoitées depuis le XIXe siècle. Il a probablement en tête les éléments caractéristiques de la culture perse, dont je vous évoquerai ici quelques traits pour vous immerger dans ce paysage qui peut sembler bien lointain vu de France. L'Iran, c'est tout d'abord le safran, les tapis, les couleurs, le bleu d'Iran, et le vert qui évoque également l'islam. C'est aussi la langue farsi. Les Avestas, source de la mythologie persane, peuplée par exemple par le dieu Ahura Mazda, dont le nom signifie noble sage. En littérature, c'est également le livre des rois, ou Shahnameh, qui est une épopée écrite par le poète Ferdowsi au Xe siècle et qui est devenu un ouvrage fondateur pour l'histoire, la langue et la mythologie persane. Vous l'avez compris, parler des beautés de l'Iran nous conduit à mieux comprendre l'enjeu de la défense de la liberté, favorable au foisonnement et à la création artistique dans ce pays depuis toujours. Dans quelle situation se trouve l'Iran au moment de la visite du général de Gaulle ? Il faut le rappeler, l'Iran est entré dans l'ère contemporaine en faisant l'objet de toutes les convoitises de la part des Britanniques, tout d'abord, puis de la Russie, de l'Allemagne et de bien d'autres. Lorsque De Gaulle vient en Iran, la tendance est au renouveau. Cette visite à Téhéran constitue un excellent point de départ pour comprendre la transition qui s'opère tant en Iran qu'en France. Le Shah veut réformer son pays à travers un programme qu'il nomme la Révolution blanche. Il en annonce le contenu le 11 janvier 1963. Alors certes, à cette période, l'Iran dispose de ressources pétrolières exceptionnelles, mais les revenus en sont en grande partie détournés par les différentes compagnies occidentales. Le Shah veut mettre fin au système féodal pour que la population puisse vivre de l'exploitation agricole et de vivre de ses propres terres. Faisons un petit retour en arrière. Dans les années 1870, la Perse avait déjà engagé un train de réforme. Le Shah s'était rendu à plusieurs reprises en Europe et s'était entouré de conseillers occidentaux. Cependant, la fragilité des finances de l'État exposait la Perse aux ingérences étrangères. Elle commence, dès la fin du XIXe siècle, à octroyer des concessions, ce qui suscite la protestation de ces populations. Par exemple, en 1890, les Britanniques se voient octroyer le monopole sur l'exploitation du tabac. Affaire meilleure pour les poumons des Perses, certes, mais fort étouffante pour les finances des paysans qui se révoltent en 1891 sous la direction de chefs religieux chiites. Au début du XXe siècle, l'octroi de nombreuses concessions faites aux Russes et aux Britanniques se poursuit. Et c'est en 1908, au sein de celle de la concession du Britannique William Knox Darcy, qu'est découvert le tout premier gisement de pétrole du Moyen-Orient. Et pour en assurer l'exploitation, une compagnie pétrolière est créée, l'Anglo-Persian Oil Company. Les Britanniques disposent dès lors d'un pouvoir renforcé en Perse. Ils favorisent la chute du souverain Kadjar et celui-ci est remplacé par Reza Shah, fondateur de la dynastie des Pahlavis, qui est considéré comme le fondateur de l'Iran moderne.
Dès son accession au pouvoir, Reza Pahlavi souhaite donner le visage de la modernité à son pays. En 1928, il interdit le port des tenues traditionnelles et en 1936, il interdit même le port du voile dans la rue pour les femmes. Ce qui peut nous sembler complètement improbable aujourd'hui en regard de l'actualité. À ce stade, il convient d'apporter une petite clarification sur la manière de désigner le territoire dont nous parlons. Depuis l'Antiquité, vous le savez, cet espace est appelé la Perse. Et en réalité, c'est seulement en 1935 que le Shah Reza Pahlavi lui donne son nouveau nom, l'Iran. Mais ce même Shah est assuré et est accusé de rapprochement avec l'Allemagne nazie et il est chassé du pouvoir en 1941 par les Russes et les Britanniques. Et c'est son fils, le jeune Mohammad, qui lui succède. Et le général de Gaulle rapporte à son propos, dans ses mémoires d'espoir qui ont été écrites en 1970, enfin publiées en 1970, je le cite. « Au cours du conflit mondial, j'ai rencontré le Shah à Téhéran. Quand tout jeune souverain, il héritait d'un empire en proie aux pressions rivales des étrangers et au complot des factions intérieures. » Il faut le noter, la première rencontre entre Staline, Roosevelt et Churchill a lieu à Téhéran du 28 novembre au 2 décembre 1943, en l'absence de la France bien évidemment. Le pays est qualifié de pont de la victoire, car il permet d'acheminer les renforts en armement depuis l'URSS vers l'Europe de l'Ouest, en passant à côté, en détournant la zone occupée par les armées allemandes. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre de Téhéran que sont évoquées les opérations de débarquement en Europe de l'Ouest pour contrer l'Allemagne nazie. Il faut bien le reconnaître, au moment de sa visite à Téhéran, De Gaulle, et à travers lui la France, ne sont pas les principaux acteurs en Iran. Les influences russes et américaines sont bien plus fortes dans le contexte de la guerre froide. Depuis le traité de Bagdad, en 1955, l'Iran est même surnommé le gendarme du Golfe. Il reçoit le soutien économique et militaire des États-Unis en échange de sa lutte contre le communisme. Et c'est à travers ce soutien que l'Iran commence à se constituer une armée puissante. Le principal objectif du général de Gaulle, lorsqu'il se rend en Iran en octobre 1953, c'est de renouer le dialogue avec les pays arabes. Et en ce sens, on peut dire que son voyage est une réelle réussite. Certes, les souffrances qui sont liées à la guerre d'Algérie sont encore très présentes dans les esprits. La coopération avec l'Iran est donc perçue comme positive par chacune des parties et les attentes sont fortes. Après son discours devant l'Assemblée et le Sénat, De Gaulle est acclamé par la foule à Téhéran. Finalement, on peut dire que la posture du général de Gaulle a permis un maintien de l'équilibre diplomatique entre la France et l'Iran. Car à partir des années 1970, et en particulier du choc pétrolier de 1973, l'Iran se détache peu à peu de l'influence américaine. La révolution islamique de 1979, qui est menée par l'ayatollah Khomeini, conduit la République iranienne à n'être, je cite, « ni occidentale ni orientale, mais islamique », pour en reprendre le slogan. Ne l'oubliez pas, paradis est un terme d'origine perse signifiant jardin luxuriant. La paix en Iran est donc un enjeu de taille. Ici s'achève cet épisode. Le moment est venu de vous envoyer mes salutations et chaleureux remerciements pour votre écoute. Enfin, je voulais dire, shalom!